Avant de commencer, je me permets de vous demander un petit service. Je fais beaucoup d'efforts pour atteindre le cap des 1000 abonnés, un chiffre qui a vraiment une grande importance pour moi. Veuillez cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne, un seul clic suffit, mais c'est une source de motivation immense pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Merci infiniment. Faites-la sortir de ma vue. Amenez-moi un vrai médecin, sinon je pars moi-même de cet hôpital. La voix résonna dans le couloir du centre médical des anciens combattants, terrifiant les résidents. Le colonel Silas Graves n'était pas juste un patient. C'était un héros de guerre, une légende, et en ce moment, un cauchemar. Il regarda l'infirmière qui lui était assignée, une femme silencieuse aux yeux fatigués, et ne vit qu'une civile qui ne pouvait absolument pas comprendre sa douleur. Il exigea qu'elle parte. Il exigea quelqu'un d'autre. Il pensait regarder une inconnue. Mais lorsqu'elle tendit la main vers sa perfusion, sa manche remonta, et sur son avant-bras, au milieu de sa peau pâle, il y avait un tatouage qui fit glacer le sang du colonel. C'était un symbole qu'il n'avait pas vu depuis les jours les plus sanglants de la vallée du Kourangol. Il pensait se battre contre une infirmière. Il n'avait pas réalisé qu'il criait après la seule soldate qui lui avait jamais sauvé la vie. C'est l'histoire du tatouage qui a tout changé. La pluie à Seattle n'a pas tout lavé. Elle a juste tout rendu gris. À l'intérieur du centre médical Saint-Jude, spécifiquement au 4e étage dédié aux soins des vétérans à haut risque. L'atmosphère était plus orageuse que le temps dehors. Le colonel Silas Graves était en train de mourir, bien qu'il ne l'admette jamais à personne, et encore moins à lui-même. À 62 ans, Graves était un homme sculpté dans le granit et les tissus cicatriciels. C'était un ancien commandant de bataillon du corps des marines des États-Unis. Un homme qui avait mené 300 hommes dans la gueule de l'enfer à Fallujah et en avait ramené la plupart. C'était Ironhead Graves. Mais maintenant, il n'était plus que le vieil homme en colère de la chambre 402, avec un foie défaillant et une infection septique à la jambe, due à une vieille blessure par éclat d'obus qui refusait de guérir. J'ai dit non. Le plateau métallique heurta le sol dans un fracas assourdissant. 3 infirmières se tenaient dans le couloir, l'air terrifié. L'infirmière responsable, une femme robuste nommée Brenda, se frotta les tempes. Il recommence. C'est la 3e infirmière qui l'a mise dehors ce matin. Il dit que la première était trop bavarde. La 2e sentait la vanille. Et la 3e, je ne sais même pas ce qu'il a dit à la 3e, mais elle est partie en pleurant. Brenda baissa les yeux sur le presse-papier. On manque de personnel, les gens. Qui reste-t-il? Du fond du poste de soins infirmiers, une silhouette se leva. Elle ajustait son uniforme, ses mouvements précis et économiques. Sarah Mitchell n'était pas le genre d'infirmière qui se démarquait. Elle avait 34 ans, les cheveux sombres, généralement tirés en un chignon sévère, et des yeux qui semblaient vous transpercer. Elle socialisait rarement à la salle de pause. Elle ne parlait jamais de son week-end. Elle faisait juste le travail. « Je m'en occupe ?» « Tous », dit Sarah, la voix rauque. « Sarah, ma chérie, tu es sûre ?» demanda Brenda, l'air inquiet. Le colonel Graves est particulier. Il a un dossier aussi épais qu'un annuaire. Il a déposé des plaintes contre la moitié du personnel. Il ne respecte que l'autorité et même alors à peine. « Je peux gérer l'autorité » dit Sarah. Elle prit le kit de pansement frais et le plateau d'antibiotiques. A-t-il besoin de sa morphine? Il refuse de la prendre. Brenda soupira. Il dit que ça émousse ses sens. Il est ça là, avec une douleur de niveau 8, juste en serrant les dents. Sarah hocha la tête. « Je vais voir ce que je peux faire. » Alors que Sarah descendait le couloir, le linoléum grinçant doucement sous ses baskets, elle vérifia une dernière fois le dossier du patient. Silas Graves, USM Ret. Opération Phantom Fury, Opération Enduring Freedom, Silver Star, 2 cœurs pourpres. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre 402. Elle ne frappa pas. D'après son expérience, les hommes comme Graves n'appréciaient pas la courtoisie d'un coup frappé à la porte. Ils appréciaient la présence. Elle poussa la porte. Tous. La pièce était sombre. Les stores étaient tirés serrés contre l'après-midi gris. L'odeur d'antiseptique et de vieille sueur flottait lourdement dans l'air. Assis sur le bord du lit, pas couché, se trouvait Silas Graves. Il était torse nu, révélant un torse qui ressemblait à une carte routière de violence. Cicatrices de brûlures, éraflures de balles, et le profond cratère plissé sur sa cuisse droite où la septicémie s'installait. Il leva les yeux, ses yeux comme 2 éclats de silex. « Qui êtes-vous » grogna-t-il. Ce n'était pas une question, c'était un défi. « Je suis Sarah. Je suis votre infirmière pour le quart de nuit. »« Sarah » se moqua-t-il, crachant le nom comme une malédiction. « Je n'ai pas besoin d'une Sarah, j'ai besoin d'un médecin. Ou mieux encore, j'ai besoin d'un infirmier qui sait comment bander une jambe sans couper la circulation. Sortez !» Sarah ne bougea pas. Elle alla au comptoir et posa le plateau. « Le médecin sera là dans 2 heures pour la visite. D'ici là, vous m'avez. Et votre jambe doit être nettoyée, colonel. N'utilisez pas ce grade avec moi. » claqua Graves.
Vous n'avez pas gagné le droit de le dire. Vous n'êtes qu'un autre mercenaire civil. Vous pensez que parce que vous portez un uniforme, vous connaissez la douleur. Vous ne savez rien. Il se pencha en avant, le moniteur cardiaque s'affolant à mesure que sa tension artérielle augmentait. Je me bats contre cette infection depuis 10 ans. J'ai eu de meilleurs soins médicaux dans un trou boueux dans la province de Helmand de la part d'un gamin de 19 ans nommé Private Miller, utilisant un chiffon sale que ce que j'ai eu dans tout cet hôtel à plusieurs millions de dollars que vous appelez un hôpital. Alors, faites-moi une faveur, Sarah. Trouvez quelqu'un d'autre. Trouvez-moi un homme. Trouvez-moi quelqu'un d'assez fort pour faire ce qui doit être fait. C'était sexiste. C'était cruel. C'était le déchaînement d'un homme qui sentait son contrôle lui échapper. La plupart des infirmières seraient parties. La plupart l'auraient signalé. Sarah se retourna simplement, prit une paire de ciseaux et le regarda droit dans les yeux. « Private Miller, dit-elle doucement. Miller était un bon gamin de l'Ohio, n'est-ce pas ?» La pièce devint silencieuse. Le seul son était le sifflement du réservoir d'oxygène dans le coin. Grave plissa les yeux. « Comment diable connaissez-vous Miller ?» L'air dans la pièce changea, devenant lourd et électrique. Le colonel Graves oublia sa douleur pendant une fraction de seconde. Son esprit revint en 2009 vers un avant-poste poussiéreux au milieu de nulle part. « J'ai lu votre dossier, colonel », mentit Sarah. Elle garda son visage impassible, un masque de détachement professionnel. « Il mentionne votre passé. » Grave ricana, la tension se relâchant, mais la colère demeurait. « Mon dossier, c'est ça ?» Vous lisez un bout de papier, vous pensez que lire un rapport vous dit l'odeur du diesel brûlé. Vous pensez que ça vous dit ce que c'est que de tenir les intestins d'un gamin dans vos mains en attendant un hélicoptère qui ne vient pas ? Il grimaça, serrant sa cuisse. L'infection pulsait, un tisonnier rougeoyant enfoncé dans son fémur. « Je ne fais pas ça avec vous », Grave grogna. « Je veux une nouvelle infirmière maintenant. Je ne veux pas d'une femme. Je ne veux pas d'une civile. Je veux quelqu'un qui puisse gérer ça sans s'évanouir à la vue de tissus nécrotiques. » « Je ne m'évanouis pas, » dit Sarah, s'approchant du lit. « Sortez !» rugit Graves, balayant sa main sur la table de chevet. Un gobelet en plastique d'Ohio s'envola, éclaboussant le sol et trempant l'ourlet du pantalon d'uniforme de Sarah. La porte de la chambre s'ouvrit en grand. Tous, 2Z et Brenda se précipitèrent. « Colonel, ça suffit !» cria Brenda. « Sarah, sors de là. Nous appelons la sécurité. Nous allons le calmer. »« Non, » dit Sarah. Sa voix n'était pas forte, mais elle coupait le bruit comme un couteau. Elle leva une main pour arrêter les aides. Pas de sécurité, pas de sédation. Il n'a pas besoin d'être drogué. Il a besoin que son pansement soit changé. « Il vient de vous jeter un gobelet !» cria Brenda. « Il a manqué !» dit Sarah calmement. Elle regarda Graves. Il respirait lourdement, son visage pâle, la sueur perlant sur son front. Il ressemblait moins à un guerrier qu'à un animal effrayé acculé. « Tout le monde dehors !» ordonna Sarah. « Sarah, j'ai dit dehors, donnez-moi 5 minutes. S'il ne s'est pas calmé, vous pourrez appeler la sécurité. » Brenda hésita, puis fit signe aux aides de se retirer. La porte se referma, laissant Sarah et le colonel seuls à nouveau. Grave la regarda, confus. Il s'attendait à ce qu'elle s'enfuit. Il voulait qu'elle s'enfuie. Tous. Si elle s'enfuyait, cela prouverait qu'il avait raison, que personne ne pouvait le supporter, qu'il était trop brisé pour ce monde. « Pourquoi êtes-vous toujours là ?» murmura Graves, la voix tremblante d'épuisement. « Parce que votre jambe pourrit, colonel, et si nous ne la nettoyons pas maintenant, vous allez la perdre. Et un homme comme vous ne mérite pas de perdre une jambe dans un lit d'hôpital. Vous méritez de sortir d'ici. » Elle s'approcha de nouveau de lui. Cette fois, il ne cria pas. Il la regarda simplement. Elle bougeait avec une confiance étrange et lourde. Elle ne marchait pas comme une infirmière. Elle marchait avec un centre de gravité bas, plantant fermement ses pieds. « Je vais couper le bandage, dit-elle. Ça va faire mal. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que c'est une petite piqûre. Ça va faire comme du feu. Je sais que c'est ce que le feu ressent, » gronda Graves. Sarah prit la bouteille de solution saline. Elle commença à imbiber les croûtes séchées et collées à la plaie. Grave agrippa les barres latérales du lit, ses jointures blanchissant. Il fixa le plafond, refusant de faire un bruit. Sarah travailla rapidement. Ses mains étaient tous stables. Elle ne scia pas à l'odeur de l'infection, qui était piquante et sucrée d'une manière écœurante. Elle écarta les couches. « Parlez-moi, dit soudain Sarah. »« Quoi ?» allait Graves entre ses dents serrées. « Distrayez-vous. Parlez-moi. »« Vous avez mentionné le Private Miller. Parlez-moi de lui. » Graves ferma les yeux. « Miller, c'était mon opérateur radio. Bon gamin. Nous étions dans la vallée de la rivière Arandab en 2010, pas 2009. Mon erreur, dit Sarah, retirant la dernière couche. Nous avons essuyé des tirs d'une ligne d'arbres. Miller a pris une balle dans le cou. J'ai essayé de le contenir, mais le sang, c'était trop glissant. Une seule larme coula de l'œil du colonel, traçant son chemin à travers les rides profondes de son visage. Je n'arrivais pas à le tenir. Il s'est vidé sur moi. Il avait 19 ans. Il avait une petite amie nommée Becky à Columbus.
Sarah fit une pause. Ses mains planèrent au-dessus de la plaie ouverte. Pendant un instant, son masque professionnel glissa. Un regard de profonde tristesse traversa son visage, mais elle le secoua instantanément. « Il n'est pas mort à cause de vous, colonel, dit-elle doucement. Vous ne savez pas ça, cracha-t-il. Je sais, une blessure au cou comme ça, généralement la carotide. Vous avez 3 minutes. Si l'hélicoptère n'est pas là dans 3 minutes, Dieu lui-même ne pourrait pas le sauver. » Elle attrapa la pince à épiler. « D'accord, respirez profondément. Je dois débrider le tissu mort. » Grave hurla. C'était un son guttural et bas. Il agita son bras, aveuglément, agrippant l'avant-bras de Sarah pour se retenir contre l'agonie. Sa prise était d'un fer, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Sarah ne recula pas. Elle le laissa lui écraser le bras pendant qu'elle travaillait sur sa jambe avec son autre main. Elle nettoya la plaie, la rinça et la remplit de nouvelles alginates. Presque fini, presque tous finicillus. Respirez. Elle l'appela par son prénom. Il ne la corrigea pas. Finalement, elle scotcha le nouveau pansement. C'est fini. Tu as bien fait. Grave retomba sur les oreillers, haletant. Il relâcha sa prise sur son bras. Désolé, allaita-t-il. J'ai été attrapé fort. C'est bon, dit Sarah. Elle se leva et commença à ranger le plateau. Elle attrapa le brassard de tension artérielle pour vérifier ses signes vitaux. Alors qu'elle se penchait sur lui, son haut d'uniforme se décala. La manche de son maillot de corps, qui avait été remontée pendant la lutte, était haute sur son biceps. Les yeux de Graves, embrumés par la douleur, dérivèrent vers son bras. Il vit les marques rouges où ses doigts s'étaient enfoncés. Mais ensuite, il regarda plus bas, à l'intérieur de son avant-bras. Il y avait un tatouage. Il était vieux, l'encre noire légèrement délavée en bleu, se détachant nettement sur sa peau pâle. Ce n'était pas un papillon, ce n'était pas une fleur. C'était un crâne. Un crâne portant un casque déchiqueté superposé à une paire de couteaux Kabar croisés et en dessous, en écriture gothique jagged, il y avait un ensemble de chiffres et une devise 27e War Pigs. Valkyrie Graves arrêta de respirer. La pièce sembla rétrécir. Il connaissait ce logo. Il ne le connaissait pas seulement. Il l'avait conçu il y a 20 ans pour le 2e bataillon 7e régiment de marine, les War Pigs. L'unité qu'il commandait pendant la poussée la plus sanglante dans la ville. Mais c'était le mot en dessous qui lui arrêta le cœur. Valkyrie, infirmière, murmura Graves, la voix tremblante d'une manière que la douleur n'avait pas causée. Sarah était occupée à écrire sur le tableau blanc. « Oui, colonel, où avez-vous trouvé cette encre ?» Sarah se figea. Son dos était tourné vers lui. Elle resta parfaitement immobile pendant 3 secondes. Elle baissa lentement sa manche, couvrant le crâne. Elle se retourna. Ses yeux n'étaient plus seulement fatigués. Ils étaient féroces. « Je l'ai trouvé dans une boutique à San Diego, » dit-elle d'un ton dédaigneux, avant que je ne réalise que les tatouages étaient une erreur. « Vous êtes une menteuse, » murmura Graves. Il essaya de se redresser. « C'est un tatouage d'unité. Le 27e, mon unité. Et Valkyrie, c'était l'indicatif de l'équipe chirurgicale avancée qui nous était rattachée dans le secteur 4, ceux qui intervenaient quand les évacuations médicales ne pouvaient pas atterrir. » Il regarda son visage. Il la regarda vraiment. Il effaça les rides des 10 dernières années, le manque de sommeil, l'éclairage de l'hôpital. Il essaya de l'imaginer couverte de poussière, portant un casque, hurlant par-dessus le bruit des pales de rotor. « Vous n'êtes pas Sarah, » murmura-t-il. « Je veux dire, vous n'êtes pas seulement Sarah. » Sarah soupira. C'était un son de défaite. Elle se dirigea vers la porte et ferma le verrou. « Vous avez besoin de vous reposer, colonel. Dites-moi, » cria Graves, retrouvant sa voix de commandement. « Qui êtes-vous » Elle retourna au lit. Elle retroussa sa manche, exposant à nouveau l'encre. Elle pointa une petite cicatrice irrégulière traversant l'orbite du crâne. « Vous ne vous souvenez pas de moi, monsieur, et je ne m'y attendais pas. Je portais un passe-montagne et des lunettes la plupart du temps, et vous étiez généralement inconscient. » Elle se pencha. « Je ne suis pas celle qui a tenu les intestins de Miller, colonel. Je suis celle qui a atteint et serré votre artère fémorale quand vous avez pris ces éclats amarres. Je suis celle qui s'est assise sur votre poitrine à l'arrière du Humvee et vous a frappé au visage pour vous garder éveillé parce que vous essayiez de mourir sur moi. » Graves la fixa, la bouche légèrement ouverte. « Doc, » murmura-t-il, « Doc Mitchell. On m'appelait Stitch à l'époque, dit-elle avec un triste sourire. Mais oui, j'étais le médecin de la marine rattaché à votre détachement pour l'opération Phantom Fury. La réalisation frappa Graves comme un coup physique. La femme qu'il venait d'insulter verbalement, la femme à qui il avait jeté une photo, la femme qu'il avait qualifiée de civile faible. Elle était Stitch, le médecin légendaire qui était devenu un mythe dans son bataillon. Celle qui aurait traîné 3 marines hors d'un APC en feu. Il avait passé 10 ans à penser qu'elle était un fantôme. « Je pensais que vous étiez morte, » dit Graves. Le convoi a heurté l'IED sur la route Michigan. On m'a dit que tout le monde dans le véhicule de tête était KIA. Tout le monde l'était, dit Sarah, sa voix baissant en un murmure. J'étais la seule à m'en être sortie en rampant.
Le silence dans la chambre 402 était plus lourd que les gilets de plomb utilisés en radiographie. C'était le silence d'un cimetière. Le colonel Silas Graves, un homme qui avait fait face à des chefs de guerre et à des politiciens, regarda l'infirmière debout près de son lit et ressentit une vague écrasante de honte. Il lui avait jeté de l'eau, il l'avait traitée de faible. Il lui avait dit de trouver un vrai homme et elle était Stitch, la femme qui était devenue un mythe dans les réfectoires du bataillon. Le médecin qui avait autrefois pratiqué une trachéotomie avec un stylo à billes et un couteau de poche tout en subissant des tirs de mortier à Fallujah. Commença Graves, la voix craquelante. Il s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver le fer qui recouvrait habituellement ses cordes vocales, mais il avait disparu. Je ne savais pas, Sarah. Stitch. Je ne savais pas. Sarah baissa sa manche, cachant le crâne et les couteaux croisés. La guerrière féroce s'estompa, et l'infirmière fatiguée et surmenée revint. Elle s'affala sur la chaise visiteur, ce que les infirmières avaient strictement interdit. « Personne ne sait, monsieur. »« C'est le but, » dit-elle, fixant ses mains. « Sarah Mitchell est un fantôme. Stitch est morte dans ce Humvee en 2012. J'en ai fait en sorte. » Grave déplaça la douleur dans sa jambe, maintenant une dull throbbing comparée à la douleur dans sa poitrine. « Parlez-moi. » Le rapport disait que l'IED était une chaîne de marguerites. 3 obus de 155 mm enfouis sous l'asphalte. Il disait que le véhicule de tête avait été vaporisé. « Comment êtes-vous assise ici ?» Sarah ferma les yeux. La chambre d'hôpital s'estompa. Flashback, province de Kandahar, 2012. La chaleur était physique. Une couverture lourde qui sentait les ordures brûlées et le fumier de chèvre. Le convoi avançait lentement, scannant les fils. Sarah était sur la banquette arrière du premier MP, coincé entre le caporal Tex Miller, sans lien avec l'autre Miller, et le sergent Ruiz. Il plaisantait sur ce qu'il mangerait quand il serait de retour à la base. Tex voulait un hamburger. Ruiz voulait dormir pendant 3 jours d'affilée. Sarah vérifiait son sac médical. Elle le vérifiait toujours. C'était un tic nerveux. Puis le monde devint blanc. Il n'y eut d'abord aucun son, juste une onde de pression massive qui souleva le véhicule de 14 tonnes comme un jouet d'enfant et le renversa en l'air. Quand le son rattrapa, ce fut le son de la terre qui se fendait. Sarah se réveilla dans la terre, ses oreilles bourdonnaient si fort qu'elle pensait être sous l'eau. L'air était épais de fumée noire et du goût cuivré du sang. Elle essaya de se lever, mais sa jambe gauche ne fonctionnait pas. Elle rampait vers l'épave en feu. Elle vit Ruiz. Il était parti. Elle vit le conducteur. Parti. Elle trouva Tex. Il avait été projeté à 10 mètres. Elle se traîna jusqu'à lui, sa formation médicale prenant le relais en mode automatique. « Reste avec moi, Tex. Reste avec moi. » Mais Tex regardait le ciel, les yeux vitreux. « Dis à ma mère, » allaita-t-il. Puis l'explosion secondaire frappa, une charge de suivi destinée à tuer les secouristes. Elle projeta Sarah dans un fossé. Elle y resta allongée, couverte de la poussière de la route et du sang de ses amis, écoutant les tirs d'armes légères ennemies crépiter au-dessus de sa tête. Lorsque la QRF, la force de réaction rapide, arriva enfin, ils la trouvèrent à moitié enterrée, tenant un pansement compressif sur un homme mort depuis 20 minutes. Présent. St. Jude's Medical Center. Sarah ouvrit les yeux. Ils étaient secs. Elle avait épuisé ses larmes il y a des années. « J'ai passé 6 mois dans une unité de brûlés en Allemagne, » dit Sarah doucement. « Chirurgie reconstructrice sur mon visage et mon dos. Ils ont réparé l'extérieur. Mais à l'intérieur, j'avais fini colonel. On m'a proposé une décharge médicale et je l'ai acceptée. Pourquoi le changement de nom? Pourquoi se cacher ?» demanda doucement Graves. « Parce qu'il voulait me donner une médaille. » Elle cracha l'amertume soudaine et vive. Il voulait me remettre une Navy Cross pour avoir tenté de sauver la vie de mon escouade. Je ne les ai pas sauvés, Silus. Je les ai regardés mourir. Je ne voulais pas être une héroïne. Je ne voulais pas des défilés, des interviews ou des « merci pour votre service ». Je voulais disparaître. Elle le regarda, s'éclaircit la gorge. Alors, j'ai légalement changé mon nom. J'ai déménagé à Seattle où personne ne connaissait l'histoire de Route Michigan. Je suis devenue infirmière parce que soigner les gens est la seule chose que je sache faire. Mais j'ai juré de ne plus jamais porter d'uniforme. Grave regarda la femme. Il comprit. Il comprit la culpabilité du survivant. Il la portait depuis 40 ans. « Alors pourquoi moi ?» demanda Graves. « Vous avez vu mon nom sur la liste ? Vous auriez pu changer de car. Vous auriez pu m'éviter. Pourquoi êtes-vous entré dans cette pièce, sachant que j'étais le commandant qui avait envoyé ce convoi ce jour-là ?» Sarah se leva. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la pluie. « Parce que j'ai entendu dire que vous mourriez, » dit-elle, le dos tourné. « J'ai entendu dire que Ironhead Graves laissait une infection de jambes le tuer parce qu'il était trop têtu pour faire confiance aux médecins et j'ai pensé que peut-être si je pouvais sauver le vieil homme, peut-être que cela compenserait un peu pour Tex. » Graves sentit une boule dans sa gorge. Il regarda sa jambe, les traînées rouges de septicémie remontant vers sa hanche. « J'étais prêt à partir, Stitch, » admit-il. « J'étais fatigué. Je pensais avoir mené assez de batailles. » Sarah se retourna.
Le feu était de retour dans ses yeux. « Eh bien, c'est trop fichu, colonel, parce que vous n'avez pas la permission de mourir. Pas sous ma garde, vous nous avez ordonné de tenir la ligne à Fallujah. Vous nous avez ordonné de ne jamais laisser un marine derrière. Vous n'allez pas vous laisser derrière maintenant. » Elle retourna au lit et pointa un doigt sur sa poitrine. « Je vais vous sauver cette jambe et je vais vous sauver, mais vous allez écouter chaque mot que je dis. Vous mangez quand je dis de manger. Vous prenez la foutue morphine quand je dis de la prendre. Et vous me traitez comme votre médecin, pas comme votre femme de ménage. Avons-nous un accord ?» Grave la regarda. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit une étincelle de quelque chose qu'il pensait avoir perdu. Combat. Il fit un salut net et précis depuis son lit d'hôpital. « dit Graves. « Hurrah !» répondit doucement Sarah. La trêve entre le colonel Graves et l'infirmière Stitch Mitchell fut forgée dans le fer, mais la guerre pour sa vie était loin d'être terminée. Le véritable ennemi n'était pas l'infection, c'était la bureaucratie. Le lendemain matin apporta le soleil, mais il apporta aussi le docteur Frederick Sterling. Le docteur Sterling était le chef de la chirurgie à Saint-Jude's. C'était un homme qui ressemblait à un produit de soins, de la peau coûteux et à l'indifférence. Il entra dans la chambre 402 avec une cohorte de résidents qui le suivaient comme des canetons. Il ne regarda pas Graves. Il regarda le dossier au bout du lit. « Bien, » dit Sterling, vérifiant sa montre en or. « Monsieur Graves, les marqueurs de choc septique augmentent. Le taux de globules blancs est au plafond. Le tissu nécrotique de la cuisse droite est étendu. » Il claqua le dossier et regarda Graves pour la première fois. « Nous vous programmons pour une chirurgie à 14 heures. Nous allons amputer à mi-cuisse. » La pièce devint froide. « Excusez-moi, » dit Graves, la voix basse et dangereuse. « C'est la seule option viable, » dit Sterling d'un ton léger, déjà en train de se retourner pour partir. « L'infection est profonde. Tenter de sauver le membre nécessiterait un débridement agressif, des greffes de peau et des mois de thérapie hyperbare avec un faible taux de réussite. L'amputation est propre, rapide et vous sortira de ce lit en 3 semaines. Je ne vais pas perdre ma jambe, » grongea Graves. « Je suis venu ici pour me faire soigner, pas pour me faire charcuter. » Sterling soupira, le soupir d'un homme qui s'occupe d'un enfant turbulent. « Monsieur Graves, c'est un lit subventionné par les VA. Nous avons des protocoles, nous ne gaspillons pas de ressources sur des causes perdues. Votre jambe est morte, si nous ne la coupons pas, vous mourrez. Signez le formulaire de consentement ou nous vous renvoyons contre avis médical. » Sterling fit un signe de tête à un résident pour qu'il lui tende le presse-papier et se tourna pour sortir. « Docteur Sterling », la voix venait du coin. C'était Sarah. Elle changeait la poche de perfusion en silence jusqu'à présent. Sterling s'arrêta et la regarda par-dessus ses lunettes. « Infirmière Mitchell. N'est-ce pas? Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Sarah s'avança. Elle ne se tenait plus comme une infirmière. Elle se tenait les pieds écartés, les mains relâchées le long du corps en position de combat. « Le patient a des poulpes d'yeux palpables, » dit Sarah clairement. « Je les ai vérifiés il y a 10 minutes. Il a une sensation dans les orteils. La nécrose est limitée au fascia lata. Elle n'a pas encore pénétré le muscle. » Sterling ricana. « Et vous savez cela, comment avez-vous fait une IRM avec votre vision à rayons X ? Je le sais parce que j'ai sondé la plaie hier soir en changeant le pansement. » Sarah dit que l'infection suit le tissu cicatriciel de sa blessure par éclat de 2004. « C'est une poche, docteur, pas une gangrène systémique. Si vous effectuez une fasciotomie et installez un wound vac, vous pouvez sauver la jambe. L'amputation est de la médecine paresseuse. » La pièce devint silencieuse. Les résidents regardaient entre le chef de la chirurgie et l'infirmière, les yeux écarquillés d'horreur. Les infirmières ne parlaient pas au chef de la chirurgie comme ça. Jamais. Le visage de Sterling prit une teinte rouge qui correspondait à l'infection du colonel. « Paresseuse, » murmura Sterling, « vous êtes une infirmière. Votre travail est de changer les pots de chambre et de suivre les ordres. Vous ne diagnostiquez pas. Vous ne suggérez pas de procédure chirurgicale et vous ne me contredisez certainement pas devant mon équipe. » S'éclaircit la gorge. Il se tourna vers l'infirmière responsable, Brenda, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Brenda, faites sortir cette femme de ma vue. Je veux qu'elle soit signalée pour insubordination et je veux qu'elle quitte cet étage définitivement. » « Non », grongea Graves. Graves essaya de se redresser, luttant contre le vertige. « Elle reste. Si elle part, je pars. Et si je pars, j'irai directement à la presse. Je leur dirai que Saint-Jude préfère mutiler les vétérans plutôt que de les soigner parce que c'est moins cher. » Sterling plissa les yeux. « Vous bluffez? Tu es sceptique, tu n'arriverais pas jusqu'au parking, et c'est moi. » Graves grogna. Sterling regarda Graves, puis Sarah. Il vit le défi dans les deux. C'était un bureaucrate, et les bureaucrates craignent une chose par-dessus tout, les mauvaises relations publiques. « Bien Sterling, » dit sa voix glaciale. « Tu veux jouer au docteur Nurse Mitchell? Nous ferons la fasciotomie, mais je ne la ferai pas. Je ne gaspillerai pas mes mains sur une procédure vouée à l'échec. » Il désigna un jeune interne terrifié. « Le docteur Evans la fera. Il a besoin de pratique. » Sterling se pencha près de Sarah.
Mais sache ceci. Quand la jambe échouera, et elle échouera, et que l'infection se propagera à son sang, sa mort sera de ta faute, et je m'assurerai que tu perdes ta licence. Je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans le domaine de la santé. Pas même pour promener un chien. Je prends ce pari, dit Sarah sans ciller. Sterling sortit en trombe avec son entourage qui se précipita pour le suivre. Quand la porte se referma, l'adrénaline chuta. Sarah s'appuya contre le mur, ses mains tremblant légèrement. « Tu viens de torpiller ta carrière pour moi », dit Graves, la regardant avec admiration. « Pourquoi ?» Sarah vérifia son moniteur de signes vitaux. Son visage était pâle. « Parce que dans la vallée de Korangal, tu m'as porté sur 2 miles avec une cheville cassée quand l'hélicoptère d'évacuation ne pouvait pas atterrir. Tu ne t'en souviens pas parce que tu avais une commotion, mais je m'en souviens. Tu ne m'as pas abandonné, Silus. Je ne t'abandonnerai pas. » Grave regarda le plafond, retenant ses larmes. Il avait passé 10 ans à penser que le monde l'avait oublié. S'éclaircit la gorge. Il avait passé 10 ans à penser que sa guerre était terminée et qu'il n'était qu'un débris laissé sur le champ de bataille de la vie. Mais il avait tort. La guerre n'était pas terminée. Elle s'était juste déplacée dans la chambre 402. Le docteur Evans musa Graves. Ce gamin avait l'air d'avoir 12 ans. Il a, dit Sarah, forçant un sourire. Mais il a de bonnes mains. Je l'ai vu suturer et je serai avec lui au bloc. Tu peux faire ça ? Je vais me préparer, dit Sarah. Sterling pense que je ne suis qu'une infirmière. Il ne sait pas que j'ai fait plus de chirurgie de terrain à l'arrière d'un hélicoptère secoué qu'il n'en a fait dans son bloc stérile. Elle vérifia sa montre. Nous avons 4 heures avant la chirurgie. Il faut que tu reprennes des forces. Je vais à la cafétéria te chercher quelque chose de vrai à manger. Plus de gelée. Sarah ouvrit la porte pour sortir, mais elle s'arrêta. Elle regarda le colonel. « Silus, dit-elle, sa voix baissant. Il y a autre chose. Quelque chose à propos de Route Michigan que je ne t'ai pas dit. » Grave se tendit. « Qu'est-ce que c'est ?»« L'IED, dit-elle, son expression s'assombrissant. Ce n'était pas aléatoire. Nous l'avons découvert plus tard. Le renseignement suggérait qu'il savait que nous arrivions. Il savait exactement quel véhicule était le camion de commandement. Grave sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec sa fièvre. « Que veux-tu dire ? Je veux dire que quelqu'un nous a trahis, » murmura Sarah. « Et je pense avoir vu l'homme qui l'a fait dans le hall de l'hôpital ce matin. » La révélation plana dans l'air comme de la fumée. Le colonel Graves agrippa la barre du lit, ses jointures blanches. Le hall de l'hôpital exigea Graves. Qui était-ce ? Sarah vérifia le couloir pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Son nom est Robert M. En 2012, il n'était pas militaire. C'était un contractuel de renseignement privé travaillant avec les chefs de guerre locaux. C'est lui qui a fourni les renseignements sur le dégagement de la route pour la route Michigan. Il a juré et juré que le secteur était sûr. Nous avons découvert plus tard qu'il avait reçu un pot de vin des talibans pour diriger un convoi de grande valeur dans la zone de mise à mort. Le visage de Graves se tordit en un rictus. M. Je me souviens du nom. La supervision du renseignement a tout nié. Ils ont dit que c'était un employé fantôme. Il a disparu 2 jours après l'attentat. Il n'a pas disparu, dit Sarah, sa voix tremblant de rage contenue. Il est en bas. Il porte un costume 3 pièces. Et il serrait la main du docteur Sterling. Pourquoi est-il ici ? J'ai demandé au réceptionniste, dit Sarah. Robert MS est le PDG d'Aegis Medical Solutions. C'est le nouveau fournisseur qui approvisionne l'hôpital en prothèses et en matériel chirurgical. Graves rit d'un rire sec et amer. Bien sûr, l'homme qui nous a fait sauter les jambes est maintenant payé des millions pour nous vendre les remplacements. C'est parfait. Il regarda Sarah. Nous nous occuperons de lui plus tard. Pour l'instant, j'ai une guerre à mener dans cette salle d'opération. Tu me fais passer cette chirurgie point par point, puis nous irons à la chasse. La salle d'opération était un paysage d'acier brillant et de champs bleus. L'air était glacial. Le docteur Evans, le jeune interne chargé de réaliser la fasciotomie, semblait sur le point de vomir. Ses mains tremblaient alors qu'il se préparait. Dans la galerie d'observation derrière la vitre épaisse, le docteur Sterling se tenait les bras croisés, observant comme un vautour, attendant une carcasse. Sarah se tenait près du plateau d'instruments. Elle n'observait pas seulement, elle se préparait en tant que technicienne chirurgicale. « Docteur Evans, » dit Sarah, sa voix basse et régulière. « Regarde-moi. » Le jeune médecin leva les yeux. Ses yeux étaient écarquillés de panique. « Je ne peux pas faire ça. » Sterling regarde. « Si je fais une erreur, ma résidence est terminée. L'infection est trop profonde. Peut-être que Sterling a raison. Peut-être devrions-nous simplement amputer. »« Arrête !» ordonna Sarah. « Ce n'était pas une requête. Tu ne te bats pas, Sterling. Tu combats de l'ennemi. L'ennemi, ce sont les bactéries. Le territoire, c'est la jambe. Tu es le commandant ici. » Elle lui tendit le scalpel. « Sur le terrain, nous ne pensons pas aux carrières. Nous pensons aux 10 prochaines secondes. Fais la première incision. Je suis juste là. » Evans prit une profonde inspiration. Il hocha la tête. Il abaissa la lame. La chirurgie commença. Pendant la première heure, ce fut routinier. Evans ouvrit les compartiments de la cuisse, relâchant la pression.
L'odeur était horrible, la pourriture de l'infection. Mais Sarah ne broncha pas. Elle anticipait chaque mouvement, frappant les instruments dans la main d'Evans avant même qu'il ne les demande. Puis le moniteur hurla. « Hémorragie !» cria l'anesthésiste. La tension artérielle chute à 80/50. Evans se figea. Un jet de sang noir pulsait de la plaie, obscurcissant le champ. J'ai touché quelque chose. Je ne vois pas la source. Aspiration. J'ai besoin d'aspiration. L'aspiration n'était pas assez rapide. Le sang remplissait la cavité. C'est la branche fémorale. Balbutia Evans, reculant. Elle est compromise. Je dois clamper l'artère principale. Je dois amputer. En haut, dans la galerie. Sterling décrocha le téléphone de l'interphone. Un sourire suffisant sur son visage. Dr Evans terminait la procédure et procédait à l'amputation. Ne perdez pas le patient. Evans avait l'air vaincu. Il attrapa la scie à os. Non, aboya Sarah. Elle entra dans le champ stérile, violant le protocole. Elle plongea sa main directement dans la plaie sanglante. « Infirmière, retournez !» cria Evans. « J'ai l'hémorragie !» hurla Sarah. « Je la sens, c'est une déchirure dans la circonflexe latérale. Evans, écoute-moi, j'agis comme un clan manuel. Tu n'as pas besoin d'amputer, tu dois suturer autour de mes doigts. Je ne peux pas opérer à l'aveugle autour de ta main. »« Si, tu peux », s'éclaircit la gorge. Sarah le regarda dans les yeux, son masque à quelques centimètres du sien. « Je l'ai fait dans un fossé à marre avec une lampe frontale et sans anesthésie. Tu es dans un bloc stérile. Alors, le vaisseau. Fais-moi confiance. » Evans hésita. Il leva les yeux vers la galerie. Sterling criait dans l'interphone, mais Sarah l'ignora. Elle ne regarda qu'Evans. « Fais-le, docteur. Sauve le marine. » Quelque chose changea chez Evans. La peur s'évapora, remplacée par la concentration. Il prit le porte-aiguille. « Ne bouge pas tes doigts, » murmura Evans. « Je suis une statue, » dit Sarah. Pendant 10 minutes angoissantes, ils travaillèrent en parfaite synchronisation. Sarah tenait l'artère pulsante fermée du bout des doigts pendant qu'Evans suturait autour de son gant. C'était une danse de précision absolue. « Ok. » Evans respira, relâchant le clan maintenant. Sarah retira lentement sa main. L'hémorragie s'était arrêtée. Le vaisseau tenait. Le moniteur se stabilisa. Bip, bip, bip. Evans s'affaissa contre le mur, la sueur imbibant sa casquette. On l'a eu. La jambe exiable. Sarah leva les yeux vers la galerie. Le docteur Sterling avait raccroché. Il ne souriait plus. Il avait l'air furieux. Il se retourna et sortit en trombe du poste d'observation. « Fermez-le, doc, » dit Sarah, sa voix tremblant d'épuisement. « Tu as bien fait. » La salle de réveil 4 était calme. Le sifflement rythmique du ventilateur était le seul son. Le colonel Graves était encore groggy de l'anesthésie, mais il se réveillait. Sarah était assise près de son lit. Elle avait changé son uniforme taché de sang. Elle était épuisée, mais son esprit tournait à plein régime. La chirurgie était une victoire, mais la guerre s'intensifiait. Sterling ne prendrait pas ça à la légère et Robert Ms était dans le bâtiment. De l'eau, raspada Graves. Sarah lui tendit une paille. « Tu as encore le tube dans la gorge. » Graves cligna des yeux, se concentrant. Il regarda le drap qui couvrait ses jambes. Il vit le contour de 2 pieds. Il laissa échapper un long soupir tremblant. « Tu l'as fait. Evans l'a fait, » corrigea Sarah. « Mais j'ai aidé. » Graves tendit la main et lui serra la main. Sa prise était faible, mais l'intention était forte. « Nous devons parler d'Ems. »« Je vais le trouver, » dit Sarah. « Il est dans l'aile administrative. Je l'ai vu monter à la suite exécutive au 6e étage. Sarah, fais attention, » prévenu Graves. « Un homme qui vend un convoi pour de l'argent. Il n'hésitera pas à blesser une infirmière. »« Je ne suis pas une infirmière aujourd'hui, » dit Sarah en se levant. « Aujourd'hui, je suis du 27e. » Elle sortit de la pièce. Elle ne prit pas l'ascenseur. Elle prit les escaliers, se déplaçant silencieusement. Au 6e étage, l'atmosphère changea. Le linoléum céda la place à la moquette. L'odeur d'antiseptique fut remplacée par l'odeur de café frais et d'argent. Elle trouva le bureau marqué administrateur de l'hôpital. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, elle entendit des voix. La situation de Graves est un problème. Robert, la voix du docteur Sterling, dit qu'il était censé perdre la jambe. Un vieil homme est facile à renvoyer dans une maison de retraite. Un héros en convalescence. Il attire l'attention s'il parle à la presse des défaillances de l'équipement. « Détends-toi, Frédéric », répondit une voix douce et huileuse. C'était Ems. Personne n'écoute les vieux vétérans en colère. Nous le qualifierons de délire induit par le SSPT. S'il se plaint de la qualité de la prothèse, nous dirons qu'il est confus. Sarah entra dans l'embrasure de la porte. « Il n'est pas confus », dit-elle à voix haute. Les 2 hommes sursautèrent. Robert Ems était assis sur le bord d'un bureau en acajou. Il était plus âgé qu'elle ne s'en souvenait, ses cheveux argentés, son costume coûtant plus que son salaire annuel. Mais les yeux étaient les mêmes, froids, calculateurs, semblables à ceux d'un requin. « Excusez-moi, bégaya Sterling. Infirmière Mitchell, vous êtes en infraction. J'appelle la sécurité. »
Posez le téléphone, dit Sarah. Elle entra dans la pièce et verrouilla la porte derrière elle. Ems la regarda de haut en bas, un sourire amusé aux lèvres. Faisant preuve d'audace, j'aime ça. Qui est ce Frédéric, un de tes petits assistants? C'est une nuisance, cracha Sterling. C'est elle qui s'est ingérée dans la chirurgie de Graves. Ems gloussa. Ah, le complexe de Florence Nightingale. Écoute, ma chérie, tu es hors de ta profondeur. Retourne changer les pots de chambre. Sarah marcha droit vers Ems. Elle s'arrêta à 2 pieds de lui. S'éclaircit la gorge. Kandahar, route Michigan, 12 octobre 2012. Le sourire d'Ems vacilla. De quoi parles-tu? Secteur 4, continua Sarah, sa voix dénuée d'émotion. Tu as dit au capitaine Miller que la route était dégagée. Tu as dit que tu avais des yeux sur le village, mais tu ne l'as pas fait. Tu as rencontré le chef de guerre local, Alaric, la nuit précédente. Tu as pris un sac d'argent pour nous mener dans l'embuscade. Le visage d'Ems devint pâle. Il se leva, la dominant. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'étais consultant. Le renseignement n'est jamais à 100%. Tex Miller, sergent Ruiz, caporal Davis, soldat de première classe Ali. Sarah récita les noms comme une prière. Ils ont brûlé vifs dans ce M à cause de toi. Les yeux d'Ems se plissèrent. Il la regarda attentivement. Il regarda la façon dont elle se tenait. Il regarda la cicatrice sur son menton. « Toi, » murmura M, « tu es l'infirmière, la fille, celle qu'ils ont trouvée dans le fossé. »« Je suis celle qui a survécu ?» dit Sarah. Ems rit, mais c'était un son nerveux. « Eh bien, quelle réunion ?» « Écoute, ma chérie, c'était il y a longtemps. La guerre est sale, des accords sont conclus. C'est juste des affaires. Des affaires. » La main de Sarah se serra en poing sur son flanc. « Oui, des affaires, » répliqua M. « Tout comme c'est des affaires, Saint-Jude a besoin de réduire ses coûts. Mon entreprise propose des solutions rentables. Nous économisons des millions à l'hôpital si quelques prothèses se cassent, si quelques fauteuils rénovés roulants se détraquent. C'est le prix pour garder les portes ouvertes. Nous sauvons le système. » « Vous tuez des gens, dit Sarah, tout comme vous avez tué mon escouade. » Sterling se leva. « Ça suffit. Vous êtes renvoyé, Mitchell. Sortez de ce bâtiment avant que je ne vous fasse arrêter. » Ems leva la main. « Non, attendez, elle en sait trop, Frédéric. Nous ne pouvons pas simplement la renvoyer. » Em fit le tour du bureau et ouvrit un tiroir. Sarah vit le reflet du métal. Ce n'était pas une arme, c'était un coupe-papier, mais il le tenait comme un rasoir. « Vous n'avez aucune preuve, » dit M doucement. « C'est votre parole contre celle d'un PDG respecté et d'un chef de chirurgie. Qui vont-ils croire ? L'infirmière héroïne avec un passé traumatique. Nous pouvons vous faire interner, Sarah. Nous pouvons dire que vous avez eu une crise, que vous nous avez attaqués. » Il fit un pas vers elle. « Vous auriez dû mourir dans ce fossé. » M siffla. Sarah ne sia pas. Elle sourit. Un sourire froid et terrifiant. « Je suis morte dans ce fossé, dit-elle. C'est pourquoi je n'ai pas peur de vous. » Elle sortit son téléphone de la poche de sa blouse. L'écran brillait en rouge. Enregistrement 0412. Ems se figea. Il regarda le téléphone, puis tousse Sarah. « J'enregistre depuis que je suis entrée, » dit Sarah. « La synchronisation cloud est activée. Le colonel Graves a déjà le fichier et il est ami avec un journaliste très agressif du Seattle Times. » Ems se jeta sur elle. C'était une erreur. Sarah ne se battait pas. Elle réagissait. Alors qu'Em lui lançait le coupe-papier, elle s'écarta, attrapa son poignet et utilisa son propre élan contre lui. Elle lui tordit le bras dans le dos avec un craquement sinistre et lui enfonça le visage dans le bureau en acajou. Ems hurla. Sterling cria et se recroquevilla dans un coin. Sarah se pencha, chuchotant à l'oreille d'Ems tout en le maintenant. C'était pour Tex. La porte s'ouvrit en grand. Des gardes de sécurité se précipitèrent, alertés par le bruit. Mais derrière eux, s'appuyant lourdement sur une paire de béquilles, portant une blouse d'hôpital et ressemblant à la fureur de Dieu, se trouvait le colonel Silas Graves. Il s'était traîné hors de son lit. Il s'était traîné dans les escaliers. « Ne la touchez pas !» rugit Graves aux gardes. Il regarda Ems cloué au bureau. L'officier Graves dit au chef de la sécurité, en pointant à M, « Appelez la police. Je suis le colonel Silas Graves, USMC. Et je place cet homme en état d'arrestation pour trahison et complot en vue de commettre un meurtre. » L'arrestation de Robert Ems et du docteur Frederick Sterling ne s'est pas faite dans le calme. Elle s'est faite avec un bruit qui ébranle les institutions jusqu'à leur fondation. Le colonel Graves, s'appuyant lourdement sur ses béquilles, mais se tenant plus droit que quiconque dans la pièce, tenait la porte ouverte pendant que la police de Seattle emmenait Ems menotté. Le PDG respecté criait à propos d'avocats, de malentendus, de patriotisme, mais personne n'écoutait. Sarah se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières clignotantes en bas. Elle ressentit une étrange légèreté dans sa poitrine, un poids qui se levait, qu'elle n'avait pas réalisé porter depuis 12 ans. « C'est fini, Stitch !» dit Graves en boitant vers elle. « Tu l'as eu, tu les as tous eus. » Sarah se retourna. Ses mains tremblaient,
L'adrénaline retombait enfin. « Je lui ai cassé le bras », murmura-t-elle, regardant ses mains. « Je ne voulais pas, c'est arrivé comme ça. » Grave gloussa, un son chaud et sincère. Mémoire musculaire, Doc. Il a eu de la chance que tu ne lui aies pas cassé le cou. Les répercussions furent rapides. L'enregistrement que Sarah avait fait devint viral en quelques heures grâce au contact de Graves au Seattle Times. L'histoire du colonel Porc de guerre et du médecin de marine fantôme qui avait fait tomber un entrepreneur médical corrompu a dominé le cycle des nouvelles pendant des semaines. Le VA a lancé une enquête massive sur Aegis Medical Solutions. Des contrats ont été annulés. Sterling a perdu sa licence médicale. Ems a été inculpé de multiples chefs d'accusation de fraude et de complot. Mais pour Sarah et Silas, la vraie victoire fut plus discrète. 6 mois plus tard, la pluie avait enfin cessé à Seattle, remplacée par un après-midi d'automne doré et vif. Le VFW Hall sur 4th Street était bondé. Ce n'était pas une occasion triste. C'était bruyant, festif, et rempli de l'odeur du barbecue et de la bière. C'était la réunion annuelle du 2e bataillon, 7e régiment de Marines. Pendant 10 ans, le colonel Graves avait évité ces réunions. Il avait le sentiment d'avoir échoué à ses hommes. Il se sentait trop brisé pour les diriger, même en mémoire. Mais aujourd'hui, la salle devint silencieuse lorsque les doubles portes s'ouvrirent. Silas Graves entra. Tous. Il n'était pas en fauteuil roulant. Il n'était pas sur des béquilles. Il marchait avec une canne, un bâton noir poli avec une tête d'aigle argentée, mais il marchait sur ses 2 jambes. La jambe que le docteur Sterling avait voulu lui couper était cicatrisée, raide et douloureuse, mais elle était là. À 10 heures, une voix tonna depuis le bar. La salle de 200 Marines se mit au garde-à-vous. Le silence était absolu. Graves marcha au centre de la pièce. Il regarda les visages, certains vieux, certains jeunes, tous familiers. Il s'éclaircit la gorge. « Repos », dit-il, la voix légèrement cassée. La salle explosa. Des hommes se précipitèrent pour lui serrer la main, pour lui taper dans le dos, pour souhaiter la bienvenue au vieil homme. Mais Graves leva la main. « Attendez, je ne suis pas venu seul. » Il se retourna vers la porte. « Corvesman en avant !» cria Graves. Sarah Mitchell entra. Elle ne portait pas de blouse. Elle portait une robe, mais par-dessus son épaule, il y avait une veste en cuir. Elle avait l'air terrifiée. La plupart des hommes ne la reconnurent pas tout de suite. Pour eux, Stitch était une légende, une histoire de fantôme, un visage caché derrière des lunettes de protection et une écharpe. « Messieurs !» annonça Graves, sa voix résonnant. « Vous connaissez tous l'histoire de Route Michigan. Vous savez que nous avons perdu de bons hommes ce jour-là. Mais vous connaissez aussi l'histoire du médecin de marine qui a rampé à travers le feu pour ramener nos frères. » Il passa un bras autour de l'épaule de Sarah. « Je l'ai trouvée. Elle se cachait à la vue de tous, mais sauvant la vie encore une fois, comme elle vous a sauvé. » Un murmure parcourut la foule. Un sergent costaud près du devant, un homme avec un cache-œil s'avança. Il plissa les yeux vers Sarah. « Stitch ?» murmura-t-il. « C'est toi ?» Sarah le regarda. Tous. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Bonjour, sergent Reyes. Comment va cette épaule ?» Reyes laissa tomber sa bière. Il l'enveloppa dans un étreinte de type ours qui la souleva du sol. « Elle est vivante !» rugit Reyes. « Stitch est vivante !» La salle explosa. Des marines pleuraient, acclamaient, escaladaient des tables pour l'atteindre. Ils ne voyaient pas une infirmière, ils ne voyaient pas une civile, ils voyaient l'ange gardien qui avait pansé leurs blessures dans la boue. Plus tard dans la nuit, alors que la célébration touchait à sa fin, Graves et Sarah s'assirent sur le porche arrière du VFW, regardant le coucher du soleil. « Tu vas bien ?» demanda Graves. Sarah prit une gorgée de sa bière. Elle roula la manche de sa veste. Elle ne cachait plus le tatouage, le crâne, les couteaux, la Valkyrie. « Je vais bien, dit-elle. Mieux que bien. » Graves hocha la tête. Il tapota sa canne sur le pont. « Tu sais, je pensais, dit Graves, je prends ma retraite pour de bon cette fois. Je vais acheter un bateau, mais j'ai besoin d'un officier médical, quelqu'un pour m'empêcher de faire des bêtises. » Sarah rit. « Tu veux que je sois ton infirmière sur un bateau ?»« Non, dit Graves. » Il la regarda dans les yeux. « Je veux que tu sois mon ami. Et peut-être que nous pourrons enfin arrêter de faire la guerre, Sarah. Peut-être que nous pourrons juste vivre. » Sarah regarda le tatouage sur son bras. Elle regarda la cicatrice sur sa jambe. « J'aimerais ça, Silus, dit-elle. » Elle leva sa bouteille. « À Miller, murmura-t-elle. » Graves leva la sienne. Et à ceux qui sont rentrés. Ils trinquèrent. 2 guerriers meurtris et brisés, mais enfin vraiment chez eux. Le colonel Graves et Sarah Mitchell prouvèrent que les liens forgés dans le feu ne se brisent jamais vraiment. Ils nous rappelèrent que parfois les héros que nous cherchons sont juste devant nous, déguisés en blouse ou cachés derrière des cicatrices. Sarah n'a pas seulement sauvé une jambe ce jour-là. Elle a sauvé une âme, et ce faisant, elle s'est guérie elle-même. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez que nos vétérans méritent le meilleur et que nous ne devrions jamais laisser un frère ou une sœur derrière, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ».
Cela nous aide à partager ces histoires importantes avec le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un récit de courage, de justice et de rédemption. Qu'en pensez-vous? Sarah a-t-elle eu raison de risquer sa carrière pour le colonel? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, restez